Donc la dernière fois, on a introduit l'espace des états, enfin on a commencé à voir comment construire cet espace des états. Il nous reste 2-3 petites choses à voir là-dessus. Donc je viens de vérifier, parce que je me suis un petit peu décalé, on a fait un quatrièmement, et donc on va passer au cinquièmement. Je vais appeler ça du coup peut-être relation de fermeture. Et projecteur orthogonal. Donc, sauf erreur, on a déjà vu un peu la relation de fermeture. Alors je vous rappelle en 2 mots comment on construit cet espace des états. Donc prenons une grandeur physique qu'on suppose être entièrement discriminante, c'est-à-dire que à elle seule, elle permet de distinguer toutes les dimensions de l'espace des états, qui est un espace vectoriel à un certain nombre de dimensions. Donc je l'avais appelé G, qui peut prendre donc des valeurs G1, G2, Gn. Supposons qu'on ait en dimension finie, mais ça pourrait être de dimension infinie discrète, ce ne serait pas gênant. Et donc on note les GI. Les GI, comme ça, donc les éléments qui ont une valeur bien définie, laquelle valeur est justement petit gi. Ce qu'on avait vu, c'est que c'est assez naturel de construire un produit scalaire de telle sorte que les états qui ont une valeur bien définie sont orthogonaux les uns aux autres. Et donc, on avait fabriqué l'espace de Hilbert, enfin, pour l'instant, l'espace vectoriel des états avec une norme hermitienne, H, de telle sorte que H de GI, GJ, donc le produit hermitien, qu'on note, vous vous rappelez, bras GI, quête GJ, ceci est égal à delta IJ, donc c'est une base orthonormée. Donc on a construit cet espace dont les GI sont une base orthonormée, et on avait vu comment s'écrit n'importe quel vecteur d'état. Je crois que j'avais pris l'exemple d'un petit u, qui se développe comme n'importe quel vecteur d'état, évidemment, de l'espace vectoriel va se développer sur la base des GI. Et simplement en prenant le produit scalaire GK avec ce vecteur-là, simplement par linéarité ici du produit scalaire, ceci donne GK, somme des GK, pardon, enfin somme des UI, bon en fait ça donne UK, tout simplement. Voilà. Et donc on avait vu que U s'écrivait en fait, c'est-à-dire que les composantes de n'importe quel vecteur sur la base des GI ne sont rien d'autre que le produit scalaire de GI avec le vecteur en question. Ça, voilà, enfin on avait écrit tout ça, et puis simplement en mettant ça de l'autre côté, on avait vu que ceci s'écrivait somme des GI, GI, U, c'est juste, je bascule, ça c'est un nombre, donc je mets de l'autre côté. Ce produit de matrice ici fonctionne, une matrice N1, une matrice 1N, une matrice N1, donc ceci fait bien un vecteur colonne. Et du coup, on avait identifié que ça, en fait, c'est équivalent à l'opérateur identité, et on avait appelé ça, je ne sais plus si j'avais donné le nom, relation de fermeture. Ok, donc voilà, on a somme sur I des UI, des GI, GI, qui est égal à l'identité, je vais le noter comme ça, 1 avec un chapeau, ceci est un opérateur. Et donc, et puis après, on avait vu, si je me souviens bien, comment en introduisant ça dans un produit scalaire, on pouvait retrouver l'expression du produit scalaire en termes des produits des composantes, la somme des produits des composantes pour le premier vecteur avec une étoile, c'est-à-dire le complexe conjugué, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, je voudrais m'attarder juste un tout petit peu plus sur cet objet-là. Alors, c'est l'identité lorsqu'on prend la somme, mais si on en prend un seul, ça là, donc GI, GI, qu'est-ce que c'est que cet objet?
Donc on l'a vu, c'est une matrice NN, où N est la dimension de l'espace, hein, puisque ça c'est un vecteur colonne, donc une matrice N1, et ça c'est un vecteur ligne, donc une matrice 1N. Et donc cet objet en lui-même, pour n'importe quel I, est en fait une matrice NN. Alors, quelle est cette matrice? Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que, on va le voir immédiatement, c'est en fait le projecteur orthogonal sur le vecteur GI. Comment voir ça? Eh bien, alors on peut le faire de plusieurs façons. Une première façon consiste à voir qu'est-ce qui se passe lorsque, quelle est l'image des différents vecteurs par cette matrice-là. Du coup, ça c'est une matrice, c'est un opérateur, d'accord? Donc je vais l'appeler PI, P comme projecteur, je vais même l'appeler P orthogonal I, j'anticipe sur ce qu'on va trouver. Si vous appliquez, je vais lui mettre un chapeau puisque c'est un opérateur, donc P orthogonal I, si je l'applique à un vecteur GJ quelconque, eh bien ça fait, là il suffit de l'écrire, ça fait GI, GI, GJ. Et ceci, bien sûr, c'est delta IJ puisque j'ai une base orthonormée. Donc ceci, en fait, c'est égal à, alors, tout dépend, si J est égal à I, bah ça fait 1 et ça donne donc GI. Donc c'est égal à GI si J égale I. Et puis si J n'est pas égal à I, ça fait 0. Enfin, ça fait 0 le vecteur nul de l'espace, je vais le noter comme ça. Je ne le note pas comme un ket 0 parce que sinon ça laisserait penser que c'est un ket qui a une valeur bien précise de la grandeur G qui vaut 0. Ce n'est pas le cas, c'est juste le vecteur nul. Et donc vous voyez que cet opérateur, effectivement, si vous partez d'un des vecteurs orthogonaux à GI, ça fait 0. Et si vous partez de GI lui-même, ça fait GI. Donc ça le laisse invariant à lui-même. Donc ça, c'est effectivement, vous voyez que ça vous projette orthogonalement sur le vecteur GI. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr l'appliquer à n'importe quel vecteur U lui-même qui s'écrit comme donc, une somme des UI GI, un vecteur quelconque développé sur la base particulière qu'on a choisie. Et si vous faites ça, eh bien, si vous appliquez ça à somme des UI GI, alors somme des UK GK, à nouveau, il va sortir uniquement eh bien, GI, bah oui, enfin, voilà, il suffit de l'appliquer. Alors, donc ça fait GI, GIU, GI, juste je le remets dans l'autre sens, et vous voyez bien que ça vous donne la composante, ça c'est UI, ça vous donne la composante de ce vecteur-là sur GI. Et puis tout le reste a disparu. Hein. Donc c'est vraiment le projecteur orthogonal sur GI. Donc c'est assez intéressant. Alors, comment représenter cet opérateur dans la base des GI? Bien évidemment, c'est simple. Hein, si je vais le représenter comme ça, donc P orthogonal I. C'est quoi la matrice de cet opérateur? Eh bien, vous voyez que pour tous les GI, pour tous les GJ, J différents de I, ça fait 0. Enfin, voilà, il y en a un certain nombre. Ceci est une matrice NN, on est d'accord? Il y a N lignes, N colonnes. Et donc, en fait, c'est donc la matrice qui, à la colonne I, a des zéros partout, sauf un 1 sur la diagonale, c'est-à-dire également à la ligne I. Et puis des zéros partout ailleurs. Donc la matrice qui représente cet objet un peu étrange, ce quai-de-bras GI, la matrice qui représente cet opérateur, c'est celle-ci, c'est effectivement celle qui projette sur le vecteur GI et qui a des zéros partout. Si je la représente dans la base des GI, ça a des zéros partout et un 1 ici. Et on retrouve sur cette forme-là de façon évidente
que la somme des GI, GI, donc le G1, G1, c'est une matrice qui a des zéros partout sauf un 1 ici, G2, G2, un 1 ici, enfin bref, la somme des GI, GI, évidemment, c'est l'identité. Ça se voit là-dessus, du coup. Hein, la somme des projecteurs orthogonaux sur I, donc la somme des GI, GI, quai de bras, c'est bien sûr la matrice identité avec des 1 partout sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Bref. OK? Mais du coup, ceci est vrai pour un GI particulier. Donc, vous voyez que c'est un projecteur orthogonal sur GI. Mais du coup, ce serait vrai pour n'importe quel autre vecteur. Le vecteur GI ne joue absolument pas un rôle particulier. Alors, il joue un rôle particulier quand on le représente dans la base des GI. Chaque vecteur GI est un vecteur qui a pour composante 0, 0, 0, sauf un 1 justement sur lui-même, et puis des 0 ailleurs, dans cette base-là. Mais ça, c'est juste une représentation. Dans une autre base, ça s'écrirait autrement avec des composantes sur des autres bases. Donc, ce qui est vrai pour GI est vrai pour n'importe quel vecteur en réalité. Et donc, je vais me remettre là. Si je représente le vecteur, je vais passer à des phi maintenant au lieu des u. Non, allez, je vais garder des u, ça ne change rien, on est d'accord. L'opérateur UU, ça aussi, hein, c'est une matrice N1 fois 1N, c'est-à-dire NN, hein, c'est donc bien un opérateur. Eh bien, cet opérateur, quel est-il? C'est tout simplement le projecteur orthogonal sur le vecteur U. Alors, à condition que U soit normé. Oui. Si, justement, voilà. Donc, alors, si U n'est pas normé, que se passe-t-il? Si vous appliquez ça, donc je vais appeler ça P orthogonal U, bon, hein, enfin, projecteur orthogonal sur U. Si vous appliquez ça, à un vecteur V quelconque, donc vous obtenez UUV, c'est-à-dire UVU. Donc vous voyez que c'est bien un vecteur qui est proportionnel à U, donc vous avez projeté sur la direction de U, mais en norme, la norme de ceci, c'est la norme de U au carré fois la projection vraiment de V sur U. Donc en réalité, si U n'est pas orthonormé comme on l'avait pris dans l'exemple des UI, vous avez ici la norme de U au carré, enfin, ce vecteur-là, il est trop long de la norme de U au carré. Donc effectivement, le vrai projecteur orthogonal sur U, ça va être ceci. Je ne sais pas si c'est super clair ce que j'ai dit là, mais... Hein, si vous calculez la norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire tel que c'est comme ça, c'est trop grand. Si maintenant je prends cette expression-là, alors c'est bien divisé par UU. Si on était dans R, ça c'est un produit scalaire, ça va donner norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle. Je mets des guillemets parce qu'on n'est pas dans R, c'est un produit scalaire standard, et puis fois U, et donc à nouveau fois la norme de U. Et si vous voulez juste la norme de V fois le cos θ, vraiment la projection sur U, il faut bien diviser par la norme de U au carré qui est ici. Hein. Donc vous voyez que c'est ça le projecteur orthogonal qui amène le vecteur sur U avec la bonne longueur, si on peut dire. Ok, donc en général, on essaye de travailler en physique quantique avec des vecteurs normés, mais ce n'est pas du tout obligatoire, j'en dirai un mot un peu plus tard. Donc, retenez ceci. Le projecteur orthogonal sur un vecteur U, c'est cette matrice particulière, c'est un quai de bras, enfin ça ne se dit pas vraiment comme ça, mais enfin disons-le, c'est un quai fois un bras, divisé par la... pardon, j'espère que je vais tenir toute l'heure. Divisé par la norme au carré
du vecteur en question, dont on n'a pas besoin si la norme en question vaut 1. Bon. OK. Oui. Si vous prenez, oui, enfin, pour n'importe quel vecteur, ça va projeter orthogonalement sur ce vecteur. Donc c'est indépendant de la base, effectivement. Ceci est le projecteur orthogonal sur U. Alors, orthogonal, il faut donner un sens à l'orthogonalité. Donc l'orthogonalité, elle est définie par le produit hermitien que vous avez choisi. Et ce qu'on a vu, c'est il était raisonnable, il était naturel, si on veut travailler dans l'espace des états de façon intuitive, il est très naturel de prendre un produit hermitien, c'est-à-dire une notion d'orthogonalité, telle que deux vecteurs qui ont des valeurs bien définies pour une certaine grandeur physique, soient vraiment orthogonaux, d'accord ? Qu'il n'ait pas de composantes l'un sur l'autre. Ce qui est naturel quand on pense au processus de la mesure qui va donner l'une ou l'autre des valeurs. Oui. Est-ce que c'est en fait important ou est-ce qu'en toute généralité en mécanique quantique, on pourrait choisir n'importe quel produit hermitien? Alors, en fait, c'est un peu philosophique. Le monde est ce qu'il est. On peut choisir de le décrire de façon très complexe en prenant des outils qui ne sont pas adaptés. On va y arriver. C'est comme si... Quand vous voulez décrire, je sais pas, vous lancez un objet avec une certaine vitesse initiale dans un univers libre sans aucune force, il va aller, donc vous écrivez dans un référentiel galiléen, il va avoir une vitesse constante ad vitam aeternam. Bon, maintenant vous pouvez très bien décider de décrire cette trajectoire dans un repère, dans un système de coordonnées super bizarre, qui n'est pas euclidien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez choisir des outils mathématiques pour décrire le monde qui ne sont pas adaptés à ce monde-là. Vous allez y arriver, mais alors ça va être des lois super compliquées qu'il va falloir adapter à chaque nouvelle loi. Donc, le truc, c'est qu'on prend effectivement des coordonnées, on prend un univers en général, donc on se place dans le cadre d'un espace euclidien, parce que notre monde, grosso modo, est euclidien, si on oublie la relativité générale et la courbure d'espace-temps. Donc on prend des outils qui sont adaptés au monde physique. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on veut adapter... on a compris qu'on pouvait combiner des états, donc que l'espace des états est un espace vectoriel. On ajoute une structure qui est la structure hermitienne pour faire des produits scalaires, calculer des normes, parler de continuité, etc. Et évidemment, on a intérêt à prendre une structure hermitienne qui colle à la nature de la réalité. Et donc, prendre un produit hermitien tel que deux états qui ont des valeurs bien définies mais distinctes soient orthogonaux, c'est ce qu'il y a de plus naturel par rapport à ce qu'on a envie de concevoir comme chose orthogonale. Mais effectivement, en principe, on pourrait prendre autre chose. Mais alors, je ne sais pas comment s'écriraient les lois. À chaque nouvel autre produit hermitien que vous allez inventer, il va y avoir des lois différentes, super compliquées, qu'il faudra adapter. Enfin, voilà. Donc, quand on fait ça, les lois s'expriment très simplement parce qu'en fait, c'est très naturel. Et on va voir comment elles s'expriment, ces lois, bien sûr. OK. Bon, donc la norme, j'en avais parlé. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe quand on mesure la grandeur G et on va introduire un nouvel opérateur qui va justement être un opérateur associé à la grandeur G. Je vais peut-être laisser les deux en fait. Allez, hop. Ouais. Ah, je perds mes lunettes. On va faire ça comme ça. Sixièmement, mesure de... mesure de la grandeur G. Alors, je vous rappelle la règle de Born.
Donc on a commenté ce qui se passait en vrai quand on faisait interagir le système avec un instrument de mesure. Ça intrigue le système à l'instrument de mesure, puis à l'observateur, si l'observateur regarde le résultat de l'instrument de mesure, etc. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que si vous avez le système dans un état U égale somme... Allez, en général, on préfère des phi et des psi en physique quantique. Je vais commencer à faire ça plutôt que des U et des V. Ça ne change rien, on est d'accord. Donc, je suppose que le système est dans un état phi qui vaut somme des alpha i gi. J'ai toujours ma grandeur G qui permet de définir une base de l'espace des états, base orthonormée. Et donc, on a vu qu'en pratique, ce qui se passe quand on fait la mesure, ce qu'on constate en tout cas, c'est que la mesure de G conduit... Bon, bref. La mesure de G conduit aléatoirement à constater la valeur GI avec une probabilité P de GI égale module de alpha i carré. Alors, si l'état est normé, c'est tout. Et s'il n'est pas normé, c'est divisé par la somme des alpha i carré, évidemment, de telle sorte que la somme des probabilités sur toutes les valeurs possibles soit bien égale à 1. Alors, du coup, là, c'est plus le même i. Là, allez, somme des alpha k, somme des alpha k module carré. Première chose. Et la deuxième partie de ce constat sur la mesure, c'est que après la mesure, donc, ça conduit à constater la valeur GI et au nouvel état du système GI. Donc si vous avez constaté la valeur GI, à partir du moment où vous en êtes là, le système, vous pouvez considérer qu'il est dans l'état GI et toute son évolution ultérieure, pour autant que vous puissiez en juger, se passera comme si le système était effectivement dans l'état GI après la mesure, bien qu'il ne l'était pas avant. Bon, ça c'est le rappel. Alors, ça nous incite à introduire un opérateur associé à la grandeur physique grand G. Et cet opérateur, on va le noter G avec un chapeau. Donc la grandeur physique, c'est grand G. L'énergie, la vitesse, la position, la quantité de mouvement, le moment cinétique, la température, n'importe quelle grandeur physique. Et à chaque grandeur physique, donc ici à la grandeur physique G, vous allez associer un opérateur, donc ici G chapeau, que l'on définit par son action sur les états qui ont une valeur bien définie. Donc G, c'est vraiment une définition. Encore une fois, on fait ce qu'on veut, on introduit des outils qui sont assez naturels dans le cadre du formalisme général et qui nous permettent justement de décrire le monde de façon aisée d'un point de vue mathématique. Donc on définit G par son action sur les GI de la façon suivante. On décide que cet opérateur qu'on note G soit l'opérateur pour lequel chacun des vecteurs GI est en fait un vecteur propre de G avec la valeur propre GI. C'est notre choix, on introduit cet opérateur-là, on a le droit de le faire bien sûr, la question c'est est-ce que c'est utile? Et la réponse c'est oui, sinon on ne perdrait pas notre temps à le faire. Et on va voir là tout de suite en quoi ça peut être utile. Et puis on verra au fur et à mesure que c'est encore plus utile que ce qu'on pourra voir tout de suite.
Donc c'est effectivement une bonne chose à faire, mais remarquez que ce n'est pas tellement étonnant qu'introduire cet opérateur-là soit utile, parce qu'en fait, quand on considère la grandeur G, il y a tout de suite, on fait une sélection dans l'espace des états où il y a tous les états possibles, toutes les combinaisons linéaires de tous les états possibles, c'est un espace vectoriel. Parmi tous ces états, dès lors qu'on s'intéresse à la valeur G, il y a clairement des états qui sont très spécifiques, qui n'ont rien à voir avec les autres. C'est ceux qui ont une valeur bien définie de cette grandeur G. Et il n'y en a pas, si on est dans un espace dimension n, il y en a n et c'est tout. Tous les autres, toutes les combinaisons de ces états à valeur bien définie n'ont pas de valeur bien définie. Donc clairement, faire jouer un rôle particulier à ces états particuliers-là, quand on s'intéresse à la grandeur G, c'est assez naturel. Et donc, comment faire jouer un rôle particulier à des vecteurs quand on est dans un espace vectoriel? Eh bien, en faisant des vecteurs propres. Donc, effectivement, cette définition fait que chacun des GI est un vecteur propre de l'opérateur G. Et quand on a un vecteur propre, évidemment, il y a une valeur propre associée. Quoi de plus naturel que d'associer au vecteur propre qui a la valeur bien définie GI, justement la valeur propre GI. Donc c'est tout ce qu'on a fait là. C'est assez naturel que ce truc-là va être utile. En tout cas, s'il y a un sens à introduire un opérateur associé à une grandeur physique, on ne voit pas bien ce que ça pourrait être d'autre. Donc le voici, et on va voir maintenant à quoi ça sert. Oui? Vous ne pouvez pas introduire en identité que G appliqué à GI pourrait nous donner simplement GI sans l'état lui-même. Donc dire que G c'est une forme linéaire et pas... Ah non, non. Oui, d'accord, je pourrais fabriquer une forme linéaire, mais là, je veux faire un opérateur, mais si je faisais une forme linéaire, ça me donnerait quoi? Ce que vous proposez, c'est de faire, enfin, je vais l'appeler GF comme forme linéaire. Vous voulez que ça, ce soit GI. Mais ça, ce n'est pas du tout une forme linéaire, parce que si vous l'appliquez à GJ, vous voulez que ce soit GJ. Oui, mais ces deux-là sont orthogonaux. Alors que ça, c'est GI sur GI fois celui-là. Donc en fait, vous ne pouvez pas former une forme linéaire qui vérifie ça de façon générale, d'accord? Voilà, bon, donc voilà, on introduit cet opérateur-là. Encore une fois, c'est la définition. Il n'y a pas de contenu physique supplémentaire en faisant ça. Juste au contraire, on récupère ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a n vecteurs bien particuliers qui sont les seuls à avoir une valeur bien définie de G. Et on récupère au passage les n valeurs bien définies qui sont possibles pour G, et on les met ensemble en disant que chaque vecteur à valeur bien définie est justement vecteur propre pour la valeur propre en question de l'opérateur G. Voilà. Donc on a construit cet opérateur. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on va voir maintenant... Ah oui, alors déjà on va voir la représentation matricielle de cet opérateur. Alors évidemment, donc... Représentation matricielle de cet opérateur, bah, ça se lit là-dessus. Chacun est vecteur propre, enfin chaque GI est vecteur propre avec la valeur propre GI. Donc là voilà la représentation matricielle dans la base GI bien sûr. Hein. Et puis des zéros partout dans la base des GI. OK? Dans une autre base, ce sera autrement. Mais ce qu'on a fait pour G, on peut le faire pour n'importe quelle grandeur physique, hein, bien sûr. Si vous avez une autre grandeur physique, vous pouvez, je ne sais pas, grand F, avec des vecteurs FI qui ont associés à une valeur bien définie FI. Vous pouvez fabriquer également son opérateur en disant que grand F appliqué à petit FI sera petit FI fois le vecteur FI. Et sa représentation matricielle sera dans la base des FI sera un vecteur, une matrice diagonale comme ceci. Bien. Alors, voyons maintenant... Ah oui, une autre remarque. Vous voyez que par construction, G est auto-adjoint. D'accord? Ça, c'est important. Cet opérateur qu'on vient de créer, il est auto-adjoint. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé beaucoup aux opérateurs auto-adjoints avant. Pourquoi est-il auto-adjoint?
Bah, tout simplement parce que la matrice qui le représente ici est une matrice qui est égale à sa transposée conjuguée. Hein, si vous prenez la transposée conjuguée que ça, vous avez la même avec des étoiles ici. Mais justement, les seules valeurs bien définies pour les grandeurs, les seules valeurs possibles pour une grandeur, ce sont des nombres réels. Donc, tous les GI ici sont réels. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a dit dès le début. Bien qu'on soit dans un espace vectoriel complexe et que les combinaisons linéaires qui forment les états, tout ça, là, ce soit des complexes, si vous faites la mesure d'une grandeur, c'est forcément, quel que soit le résultat que vous obteniez, ce sera forcément un réel. Hein. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sens de quantité associée au nombre complexe. Donc, toutes les grandeurs physiques, si elles ont une valeur bien définie pour un état quelconque, ou si vous obtenez un certain résultat après une mesure, ce sera toujours un réel. Et donc, tous ces GI sont réels, et par conséquent, G est un opérateur auto-adjoint parce que la matrice qui le représente l'est. Alors, la matrice qui le représente dans cette base est notoirement égale à sa transposée conjuguée, mais la propriété d'être un opérateur auto-adjoint ne dépend pas de la base. Donc, sur cette base, ça saute aux yeux. Dans une autre base, il y aura éventuellement des nombres complexes un peu partout. Mais vous savez de toute façon que cet opérateur est auto-adjoint. Ça, c'est un point évidemment important. Alors, je crois qu'on est prêt maintenant pour parler de la valeur moyenne de G. Dans un état quelconque. Donc, vous avez votre système dans un état phi. Je reprends le même, là, somme sur i des alpha IGI. Et donc, la règle de borne qu'on vient de rappeler nous dit que si on fait la mesure de G, on va obtenir GI avec la probabilité module de alpha i carré. OK ? Oui ? Alors, on appelle ça valeur moyenne de G dans l'état phi. Je vais définir ça, j'en étais là. Donc, si vous faites la mesure, vous allez obtenir de temps en temps G1, de temps en temps G2, de temps en temps G3, à chaque fois avec la probabilité qui correspond. Donc, la question, c'est, OK, c'est aléatoire, ça c'est un constat, c'est aléatoire, complètement aléatoire. Si je fais 2 milliards de fois la mesure, en moyenne, je vais obtenir quoi? Quel va être le résultat moyen, la valeur moyenne des résultats que j'obtiens lorsque je fais la mesure? Oui? Ah oui, oui, merci. Merci. On travaille tellement, presque tout le temps, avec des états normés que j'en oublie souvent de diviser par la norme. Merci. Donc, voilà, notons bien ça. OK, donc, bah, vous savez tous calculer une moyenne. Hein, si vous obtenez un nombre avec une certaine probabilité, un autre avec une autre probabilité, etc., la valeur moyenne, c'est juste... alors, je vais noter, je vais le noter comme ça pour l'instant. Moyenne de G dans l'état phi, c'est une notation un peu pédante là, mais enfin, c'est la moyenne des résultats des valeurs de G si le système est dans l'état phi lorsqu'on fait un très grand nombre de fois la mesure. Donc cette moyenne de G lorsque le système est dans l'état phi, c'est simplement la somme des résultats possibles avec chacun sa probabilité. Pour tous les i dans... Je note I, l'espace d'indexation. Et P de GI, c'est ça. Donc ça fait somme sur I des GI, module de alpha I carré, sur somme sur I de module. Alors, je vais même changer d'indice muet si vous préférez. Enfin, ils sont muets là, donc c'est pas très gênant. Voilà. Voilà le résultat, en moyenne, ce que je vais obtenir. Eh bien, on va voir tout de suite que il s'obtient à partir de l'opérateur G, ce qui n'est pas le moindre de ses intérêts à cet opérateur.
Calculons maintenant le nombre suivant, phi g phi. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Bah, c'est très simple. Je connais l'opérateur G. Dans la base des GI, il est trivialement une matrice diagonale. Et phi, je sais le décomposer dans la même base des GI. C'est écrit là-haut. Somme des sur I des alpha I GI. Donc ça fait somme sur I des alpha I. Je vais l'écrire en deux temps. Phi, donc, je vais le faire une fois très lentement. Somme des alpha I GI, d'accord? Et G appliqué à somme des alpha I GI, ça, ce n'est rien d'autre que somme sur I des alpha I GI GI. D'accord? Chaque GI donne GI, GI, et ça c'est linéaire. Enfin, G est un opérateur linéaire, représenté par une matrice ici. Donc ceci est égal à ça. Et maintenant, que vaut le bras phi? Si phi en quête, c'est somme des alpha I GI, je vais changer d'indice, alpha K, GK. Alors, phi en bras, vous vous rappelez, c'est somme des alpha K étoiles GK. Hein, vous vous souvenez de ça? Quand on passe au bras, les composantes se changent en leur complexe conjugué. Donc maintenant, il suffit d'écrire ça ici. Donc ceci est en fait égal à somme sur K, somme sur I des... Donc je fais le produit scalaire de GK avec ce truc-là. Ça, c'est des nombres. Hein, je les sors, tout est linéaire. Et donc j'ai alpha K étoile alpha I fois GK bras appliqué à GI quête. Et ça, bien évidemment, la base étant orthonormée, c'est delta KI. Donc, dans cette somme-là, ne sont non nuls que les termes où K égale I. Et donc, on obtient somme sur I des alpha I étoile et alpha I, c'est-à-dire... ah pardon, il manque le GI là, j'ai oublié de mettre le GI ici. Fois GI, c'est-à-dire somme sur I des modules de alpha I carré GI. Et maintenant, si vous comparez avec ça, vous voyez que ce que j'ai appelé valeur moyenne de G lorsque le système est dans l'état phi, c'est en fait le nombre phi G phi divisé par la norme au carré de phi. Alors si cette norme au carré vaut 1, eh bien, on peut juste écrire ça, mais voilà, de manière générale, on vient de montrer, mais en une ligne, enfin en une ligne, en trois égalités, on vient de montrer que la valeur moyenne de G... Alors, quand on dit valeur moyenne de G, c'est la valeur moyenne des résultats qu'on obtiendrait si on faisait plein de mesures sur le même système, dans le même état. On appelle ça souvent en anglais aussi l'expectation value, donc la valeur qu'on peut attendre décemment, ce qui est une très mauvaise application aussi, puisqu'en fait, il se peut que cette valeur moyenne soit une valeur qui est impossible à obtenir. Hein. Si vous pouvez obtenir soit la valeur G1, soit la valeur G2, en moyenne, vous allez obtenir un truc entre les deux qui n'est jamais une valeur possible. Vous pouvez obtenir que G1 ou G2. Donc, bon, enfin bref, peu importe le nom, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est la valeur moyenne, c'est la moyenne des valeurs qu'on obtiendrait si on faisait plein de fois la mesure à partir de l'état phi. Donc voilà comment ça se note. Alors, on le note aussi, du coup, enfin un peu plus simplement, on note généralement on note ça généralement G comme ça.
alors c'est un peu ambigu ça, parce que évidemment ça dépend de quel état, de l'état dans lequel on est. Donc des fois peut-être on peut rajouter un petit phi en indice ici pour rappeler que c'est la moyenne de G quand on est dans cet état-là. Quand on est dans un autre état, si on est dans un état psi, eh bien ce sera psi G psi divisé par norme de psi au carré. Donc évidemment ça dépend de l'état dans lequel on est. En particulier, si on est dans un état GI, voyons ça, enfin c'est évident, heureusement qu'on a ça d'ailleurs. Exemple. Dans l'état GI, la moyenne de G dans l'état GI, je le note comme ça, ça va donc être GI grand G GI divisé par norme de GI carré, c'est-à-dire par 1 puisque GI est normé. Et ça, G fois GI, c'est GI fois GI. Par définition de G, on a défini G comme ça. Et là, vous voyez que c'est très utile de définir G comme ça, parce que du coup, on a GI fois GI, enfin, le nombre GI fois le bras GI appliqué au quai de GI qui fait 1, et donc ça, c'est égal à GI. Évidemment, lorsqu'on est dans un état qui a une valeur bien définie, à chaque fois que vous mesurez, vous obtenez GI, et vous pouvez le mesurer 1 milliard de fois, la moyenne sera GI, bien évidemment. Donc, dans le cas particulier où l'état est un GI, cette expression est évidente, mais ce qu'on a vu avec cette ligne de démonstration-là, c'est que c'est vrai tout le temps. La moyenne des valeurs qu'on obtient si on fait la mesure, qu'on peut obtenir si on fait la mesure, à chaque fois ce sera aléatoire, mais en moyenne, on aura exactement cette expression-là. Donc vous voyez que d'avoir introduit cet opérateur-là, c'était assez naturel que ce serait utile, parce que ça a un sens physique. Mais d'avoir introduit cet opérateur-là nous permet d'obtenir très rapidement la moyenne de l'opérateur G dans n'importe quel état. Alors, on va voir un tout petit complément là. Une autre façon d'exprimer la probabilité d'obtenir chacune des valeurs GI. Ça, c'est la moyenne, mais à chaque fois, on n'a qu'une seule valeur. Avec la probabilité, on la connaît déjà, c'est la règle de Born, c'est module de alpha i carré. Eh bien, ce module de alpha i carré, on peut l'écrire d'une façon un peu pédante à ce stade, mais qui a l'avantage de ne pas dépendre de la base ou des coefficients, donc du développement du vecteur sur la base particulière des GI. Donc la proba d'obtenir GI, alors je vais l'écrire et on va le vérifier tout de suite que c'est bien ça. Je dis que c'est la valeur moyenne du projecteur orthogonal sur GI lorsqu'on est dans l'état phi. Donc là, on a introduit l'opérateur G, très bien. Ça va, la moyenne de ces valeurs, c'est cette valeur-là, c'est cette notation-là qui veut dire ça. Eh bien, la probabilité d'obtenir chacune des valeurs individuellement, c'est en fait la moyenne dans ce sens-là du projecteur en question. Alors, vérifions-le. Vérifions-le. Alors, ce projecteur, vous rappelez que ce n'est rien d'autre, on l'a écrit, on a commencé par ça, ce n'est rien d'autre que GI, GI. Le quai de bras GI, GI. Et donc, prendre sa valeur moyenne sur l'état phi, c'est donc, vous voyez, la valeur moyenne, c'est vous mettez phi des deux côtés. Vous venez ici mettre un phi, et là un phi. D'accord? Vous le prenez en sandwich, là, prenez en sandwich avec votre état. Dans l'état psi, ce serait psi, ça, psi, et voilà. Bref, vous prenez votre opérateur en sandwich avec votre état. Alors, si phi n'est pas normé, il faut aussi diviser par phi. OK, si phi est normé, ça fait 1. Mais ça, on a déjà vu ça par définition, enfin, pas par définition, en pratique.
ça nous donne la composante de phi suivant GI, c'est-à-dire alpha I. Et ça, bah, c'est un produit hermitien, donc c'est juste le complexe conjugué. Donc ça, c'est alpha I étoile. Et puis ça, bien sûr, c'est somme des modules de alpha I carré. Et donc vous voyez bien que ça, c'est effectivement égal à module de alpha I carré, alpha I étoile fois alpha I, sur la somme des modules de alpha I carré. Donc il n'y a rien à démontrer, c'est évident, il suffit de l'écrire. Ça, c'est bien la probabilité d'obtenir la valeur GI lorsqu'on fait une mesure. Et il se trouve que c'est effectivement la valeur moyenne du projecteur orthogonal sur GI lorsqu'on est dans l'état phi. Alors c'est intéressant de le voir comme ça pour au moins deux raisons. L'une qu'on va voir peut-être un petit peu plus tard là, c'est qu'il se peut que il se peut qu'à une valeur de GI correspond un sous-espace vectoriel de l'espace des états qui n'est pas de dimension 1. Il peut y avoir plusieurs dimensions de l'espace qui donnent toutes la même valeur GI. Et donc à ce moment-là, la probabilité d'obtenir un GI particulier sera en fait la somme des modules au carré de toutes les composantes sur tous les GI qui donnent le même GI. Enfin, sur tous les vecteurs de base qui donnent le même GI. Oui. Ça, eh bien, c'est ce qu'on avait vu. Si vous écrivez phi égale somme sur i des alpha i GI, d'accord, c'est par définition. En fait, si vous faites maintenant gk phi, vous avez somme sur i des alpha i gk gi, et ça, c'est delta ki. Okay, donc c'est comme ça. Donc effectivement, la composante d'un vecteur sur un élément de la base, c'est le produit scalaire de cet élément de la base avec le vecteur. Donc voilà. Donc on trouve effectivement que la probabilité d'obtenir GI, c'est la valeur moyenne du projecteur dans cet état-là. Si vous êtes dans un autre état, c'est vrai quand même. Et donc vous voyez que ça permet d'écrire, c'est l'autre bonne raison, enfin c'est l'autre utilité d'écrire des choses comme ça, c'est que ça c'est indépendant de la base que vous avez choisie en fait. Les composantes n'apparaissent pas ici. C'est juste la valeur moyenne d'un certain opérateur, lequel, celui qui projette orthogonalement sur GI. Mais vous pouvez travailler dans une autre base. En fait, vous n'avez pas besoin de travailler dans une base du tout. Ceci est une vérité indépendante de la base choisie. C'est exprimé vraiment simplement avec les outils de l'espace de Hilbert qu'on est en train de construire, enfin qu'on a fini de construire en gros. OK, enfin presque fini. Il va falloir simplement ajouter le cas où maintenant on peut avoir plusieurs grandeurs physiques discriminantes, parce que là on a supposé qu'avec la grandeur G, on arrivait à discriminer toutes les dimensions de l'espace. Et évidemment, en pratique, il se peut qu'une même valeur de G corresponde à plusieurs états, plusieurs dimensions d'états distincts. Alors, je fasse quoi? Allez, je vais ramener le premier. Là. Hop. Ah, premier coup, j'avais une chance sur 3, c'est fort. Okay. Alors, je vais appeler ça cas de plusieurs grandeurs physiques discriminantes. Oui? Pardon? Ah, c'est 7, merci. Merci.
Donc, c'est très simple, hein. C'est l'idée que vous pouvez avoir plusieurs états distincts qui ont une même valeur bien définie d'une certaine grandeur. Par exemple, un verre d'eau à une certaine température, il peut être ici et il peut être là. Donc pour la même température, vous avez plusieurs états possibles. D'accord ? Enfin, là, c'est complètement évident. Enfin, de manière générale, dire j'ai une certaine valeur de la grandeur G, ça ne suffit pas forcément à caractériser entièrement le système. Il se peut qu'il y ait... Donc si ça suffit, alors effectivement, en donnant la valeur de G, vous savez tout sur le système, alors c'est le cas qu'on a vu jusqu'à présent. Mais en pratique, la valeur d'une seule grandeur physique peut ne pas suffire à distinguer les états à valeur bien définie. Donc dans le cas d'avant où on avait fait l'hypothèse simplificatrice, on avait donc un G1, un G2, un Gn. Chacun des GI était l'état qui a la valeur GI bien définie. Alors évidemment, n'importe quel multiple de cet état est aussi un état à valeur bien définie GI. Ah oui, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit. Ah oui, c'est intéressant ça. Pardon. Enfin, c'est juste je rajoute un truc. Oui, ça aurait été mieux que je le rajoute avant. Bon, je m'excuse. Si vous avez le système... Ah, je me mets où? Ah, je me mets là. Désolé. Vous avez le système dans l'état phi. On a vu que la valeur moyenne de G, lorsqu'on est dans l'état phi, c'est, vous prenez G en sandwich, et vous divisez par l'identité prise en sandwich, si on veut. D'accord ? Et on a vu que la probabilité d'obtenir GI, c'est la moyenne, donc c'est-à-dire c'est en fait c'est le projecteur orthogonal sur GI pris en sandwich autour de phi, enfin par phi, divisé par l'identité prise en sandwich par phi. Si maintenant vous êtes dans l'état lambda phi, c'est une gestion du tableau tout à fait exemplaire. Donc, je mets dans l'état psi égale lambda phi pour un certain lambda quelconque. Quelle est la valeur moyenne de G dans l'état psi? Valeur moyenne de G dans l'état psi. Par définition, c'est psi, G psi, voilà, sur psi psi. Mais psi, c'est lambda phi. Et donc ça fait... Ici, ça fait lambda étoile. Et là, ça fait lambda. Hein, donc ça fait lambda étoile, lambda, phi, G phi. D'accord ? Hein, parce que du côté du bras, le bras psi, c'est lambda étoile fois le bras phi. Donc on a ça. Et puis là, c'est pareil. La norme de psi au carré, c'est module de lambda au carré fois la norme de phi au carré. Et donc, c'est pareil. OK? Et de la même façon, la probabilité d'obtenir GI lorsqu'on est dans l'état psi, eh bien, c'est l'invaleur moyenne de P orthogonal GI dans l'état psi, eh bien, c'est la même que la valeur moyenne quand on est dans l'état phi, et donc c'est la même probabilité que la probabilité d'obtenir GI quand on est dans l'état phi. Et vous voyez que cette propriété, c'est valable pour n'importe quel opérateur. Donc, quelle que soit la grandeur physique que vous allez mesurer, la probabilité
d'obtenir n'importe laquelle des valeurs possibles quand vous êtes dans l'état phi ou quand vous êtes dans n'importe quel multiple de cet état phi sont strictement les mêmes. Autrement dit, d'un point de vue physique, l'état phi et l'état psi se comportent strictement de la même façon. Quoi que vous fassiez sur cet état-là, si vous mesurez une grandeur physique ou une autre, la probabilité, et ça c'est pour ça que c'est bien aussi de l'écrire de façon abstraite et pas à partir de coordonnées, quoi que vous fassiez sur l'état phi ou sur l'état psi, vous allez avoir la même probabilité d'avoir exactement le même comportement. Autrement dit, ces états sont indistinguables d'un point de vue physique. Oui. Ça veut dire que tous les états qui sont composés d'autres états, d'un même état, ils se comportent exactement comme l'état d'origine, c'est ça? C'est-à-dire que... S'il est composé, on va dire, de plusieurs phi, du coup, il se comporte exactement comme phi. Oui, il n'y a qu'un seul phi. Si vous avez alpha phi plus bêta phi, oui, c'est ça que vous voulez dire? Bah oui, alors ça fait alpha plus bêta phi, et tout ça, ça se comporte comme phi de toute façon. Voilà. Donc, pardon, j'aurais dû le dire avant, ça y est, c'est réparé, mais du coup, je ne sais pas comment vous l'avez noté. Bon courage. En tout cas, c'est vraiment important, hein. L'état phi ou l'état lambda phi, quel que soit lambda dans C, quel que soit lambda dans C, l'état phi et l'état lambda phi se comportent strictement de la même façon dans toutes les situations physiques possibles. Oui. Donc, vous pouvez dire simplement qu'on utilisera de ce point-là l'état qui est normé déjà. Alors, c'est justement pour ça qu'en général, on se débrouille pour prendre l'état qui est normé à 1, dont la norme est 1, puisque quand vous avez un état qui n'est pas normé à 1, vous le divisez par sa norme, et maintenant il est normé à 1. Et comme divisé par sa norme, ça ne change pas son comportement physique, ben en général on le fait. Mais alors il faut faire attention quand même. Globalement, si vous avez un état et que vous le multipliez par une constante quelconque dans C, ça ne change pas son comportement physique. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même état, que c'est le même vecteur. Parce que sinon, si vous avez alpha 1 G1 plus alpha 2 G2, vous ne pouvez pas dire « Ah ben en fait alpha 1 G1 c'est comme G1, et puis alpha 2 G2 c'est comme G2, et donc ça c'est comme G1 plus G2. » Non. Non. Ça, c'est pas pareil que ça. Donc, ce n'est pas le même vecteur. Si vous les additionnez, si vous faites un certain nombre... si vous voulez... En gros, ça, ce que ça vous dit, c'est que ce qui caractérise l'état physique, c'est sa direction dans l'espace des états. D'accord ? Si c'était réel, ce serait vraiment une direction dans l'espace euclidien. Mais c'est pas... si je fais une fois par là et deux fois par là, j'ai une certaine direction. Si j'avais fait le double par là et le double par là, j'aurais la même direction. Donc je peux diviser globalement l'état par n'importe quel nombre ou multiplier. Par contre, faire une fois par là et deux fois par là, ou bien trois fois par là et deux fois par là, ça ne me donne pas la même direction, ça ne me donne pas le même vecteur. Ça veut dire que dès qu'il y a deux états en la même direction, ils se comportent exactement pareil. Oui, voilà. Et donc on peut toujours renormaliser les états au bout du compte. Une fois que vous avez l'état... donc cet état n'est pas égal à celui-là, n'a pas du tout le même contenu physique que celui-là, hein, parce que celui-là, il a une probabilité, module de alpha 1 carré sur module de alpha 1 carré plus module de alpha 2 carré de donner G1 quand on le mesure. Celui-là, il a une chance sur deux de donner G1. Donc, cet état n'est pas celui-là. Par contre, cet état et celui-là, cet état et celui-là vont se comporter de la même façon. Parce que celui-là, c'est juste celui-là fois ça. Sauf que celui-là, maintenant, il a une norme égale à 1. Hein, si vous faites module de ça au carré plus module de ça au carré, par construction, c'est égal à 1. Donc, en général, quand on peut, on se ramène à des vecteurs qui ont une norme 1. Et du coup, l'expression de la valeur moyenne, c'est bêtement, vous prenez en sandwich l'opérateur et c'est réglé. Et pareil, la probabilité d'avoir un nombre, c'est vous prenez en sandwich le projecteur orthogonal sur l'espace en question et c'est réglé.
Mais faites attention quand même, de même que plusieurs fois je l'ai oublié là. Je l'oublie parce qu'en général, on se débrouille pour que la norme soit 1. Mais des fois, dans des exercices, au fil du calcul, les états ne sont pas toujours normés. En général, on démarre d'un état normé et on finit avec un état normé. Mais au milieu, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, faites attention. Ne vous trompez pas. Et si je me trompe, dites-le moi. Bon, alors je ferme cette parenthèse. Ah, pardon. Ah. Ouais. C'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on disait là? Oui, alors, donc, jusqu'à présent, on a considéré qu'il n'y avait qu'un seul vecteur qui avait une valeur bien définie. Mais en réalité, vous pouvez avoir, parmi les vecteurs qui ont une valeur bien définie de G, il peut y avoir des vecteurs qui ont des valeurs différentes d'une autre grandeur physique. Autrement dit, le sous-espace des vecteurs qui ont une valeur bien définie GI n'est pas forcément de dimension 1. Il peut être de dimension n'. D'accord? Ou je vais la noter P. Donc, sous-espace de dimension. En fait, je vais la noter D de I. Chaque vecteur I chaque valeur GI peut être associée à un sous-espace vectoriel de dimension D qui dépend de la valeur, donc D de I. Okay. Donc si vous représentez G maintenant, l'opérateur G, dans la base des GI, en gros, ce que ça veut dire, c'est que G1, vous l'avez peut-être plusieurs fois, G2, vous l'avez peut-être plusieurs fois, et puis Gn aussi, un nombre de fois qui dépend du système, de la grandeur G, etc. Mais donc, vous pouvez avoir, pour chaque valeur particulière bien définie de G, en fait, plusieurs dimensions. Rien de très... Alors, quand on est dans un cas comme ça, on dit que la valeur propre GI, c'est-à-dire que la valeur de la grandeur G, petit GI, est dégénérée. Il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Et donc, pour discriminer entre les différents états qui ont tous la même valeur propre de GI, et vous voyez bien que n'importe quelle combinaison linéaire de tous les états qui ont une valeur donnée GI a également la même valeur GI. C'est pour ça qu'on parle de sous-espace vectoriel. Si vous combinez des états, si vous faites la somme des alpha I, somme des alpha K, GI, K pour tous les cas, chacun des GI est vecteur propre avec la valeur propre petit GI. Et ça, c'est différents exemplaires différents exemplaires de ces vecteurs-là. Évidemment, si vous appliquez grand G à ceci, ça va donner somme sur K des alpha K, GI, GIK, c'est-à-dire GI fois le vecteur de départ. Alors là, c'est de pire en pire ma gestion du tableau. Je suis désolé. Je fais souvent ça, mais là, je suis particulièrement brouillon aujourd'hui. Et donc, vous voyez que la combinaison linéaire de n'importe quel vecteur qui a pour valeur propre GI, le même GI, est encore un vecteur propre qui a la valeur propre GI de façon évidente, par linéarité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des sous-espaces vectoriels. Bref, donc, comment finir de construire l'espace des états? Eh bien, il va falloir discriminer entre tous les états qui ont la même valeur de G. Il va falloir les discriminer via une autre grandeur physique, du coup. D'accord? F, G', H, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis peut-être qu'une fois que vous aurez pris une autre grandeur physique qui va encore distinguer les valeurs là-dedans, enfin les états là-dedans, et peut-être qu'il en faudra encore une autre pour distinguer les états dégénérés là-dedans. Donc, de manière générale, vous êtes a priori amené à introduire plusieurs grandeurs physiques pour entièrement classer les états en fonction de leur valeur bien définie d'un certain nombre de grandeurs physiques. Des fois, une suffit, mais des fois, il en faut plusieurs, et des fois, il en faut une infinité.
Non, peut-être pas. Est-ce qu'il en faut une infinité des fois? Non. Je dirais non. Mais peu importe. Non, non, non. Non, non. Ah, non, non. Non, non, mais tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez toujours imaginer un certain opérateur qui va discriminer tous vos états. Un opérateur, une fois que vous avez une base, vous pouvez fabriquer un opérateur tel que le premier élément de la base est associé à la valeur propre 1, le deuxième à la valeur propre 2, le troisième à la valeur propre 3. C'est un opérateur qui vaut ce qu'il vaut, qui est auto-adjoint. Il est diagonal dans cette base qui peut être infinie. Il est diagonal avec des valeurs propres réelles. Il est donc auto-adjoint. Et donc, il est associé à une grandeur physique. On va voir ça tout de suite. En fait, chaque grandeur physique est associée à un opérateur auto-adjoint. Mais chaque opérateur auto-adjoint est associé à une grandeur physique. Par contre, peut-être que cette grandeur physique, elle est très très difficile à mesurer. Je ne sais pas comment fabriquer l'instrument de mesure qui va la révéler. Mais elle existe dans la nature. Donc, a priori, on doit pouvoir discriminer tous les états à partir, normalement, même que d'une seule grandeur physique, sauf qu'on ne saurait pas la faire. Donc, ça nous fait une belle jambe. Mais ceci dit, d'un point de vue conceptuel, il n'y a pas besoin d'un nombre infini de grandeur physique. Alors, revenons à des choses plus immédiates. On appelle... alors, c'est un terme que j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. On appelle écoque, qui veut dire ensemble complet d'opérateurs qui commutent un ensemble complet d'opérateurs qui commutent entre eux, et on va voir tout de suite ce que ça implique, et qui permettent à eux tous de discriminer tous les états possibles. Enfin, donc, chaque vecteur de base, enfin, il est possible de faire une base avec des vecteurs qui ont un jeu de valeurs tous distincts pour cet ensemble d'opérateurs. Il existe une base de l'espace des états dont chaque vecteur de la base donc dont chaque vecteur a un jeu de valeurs bien défini, distinct. Les valeurs bien définies forment un jeu de valeurs. Ce jeu de valeurs est distinct pour chacun des vecteurs de base. Je vais mettre entre parenthèses qui le caractérise, comme ça ce sera parfaitement clair. Voilà. OK? Donc, de manière générale, une seule grandeur ne suffit pas, mais vous en rajoutez. G, G', G seconde, Gn, voilà. Bon, on verra comment utiliser ça. Ce n'est pas la peine d'en dire plus là maintenant. Ça embrouillerait les notations en plus de façon inutile. Alors par contre, il faut que je commente la commutation de ces vecteurs, de ces opérateurs, pardon. Et donc ça va être un huitièmement. Notion d'observable physique. Notion d'observable. Alors, définition. On appelle observable
toute grandeur physique prenant une valeur bien définie pour un ensemble d'états qui forment une famille génératrice. Alors. Qu'est-ce que j'ai dit? Toute grandeur physique, ouais, prenant une valeur bien définie pour une famille génératrice de H, l'espace des états. Alors je note H maintenant l'espace des états parce que c'est un espace de Hilbert pleinement, de plein droit. On a un espace vectoriel sur C, maintenant on l'a muni d'une forme hermitienne et simplement on exige que l'espace soit complet pour la norme hermitienne associée. De façon à ce qu'on puisse manipuler les limites, la continuité, enfin toutes les choses qui vont bien. Donc en fait, c'est un postulat de base de la physique quantique, si on veut. On ne peut pas justifier que l'espace des états est un espace vectoriel, etc. Est un espace de Hilbert, donc, mais enfin, c'est quand même assez naturel dès lors qu'on a compris que la physique était linéaire. Enfin, c'est la conséquence de ça, et donc on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc voilà. C'est un postulat de la physique quantique. L'espace des états de n'importe quel système physique est associé à un espace de Hilbert, peut être représenté par un espace de Hilbert. Alors, donc ça, c'est la définition. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette définition? Derrière cette définition, il y a l'idée que vous pouvez... donc famille génératrice, ça veut dire que n'importe quel état du système peut être décomposé sur cette famille-là. Si vous avez une famille, vous pouvez en faire une base. Une famille génératrice, vous pouvez en faire une base, bien sûr. Donc vous pouvez identifier une base de vecteurs qui ont des valeurs bien définies, qui correspondent à des états dans lesquels le système a une valeur bien définie de la grandeur en question, qu'on appelle donc observable. C'est-à-dire que si vous connaissez la valeur bien définie de la grandeur dans tous ces états de base, du coup, vous savez comment se comporte le système dans n'importe quel état, puisque vous pouvez toujours décomposer cet état sur la base en question. Donc, c'est assez naturel. Enfin, ça correspond à la notion de grandeur physique, en fait, qu'on manipule depuis le début. Alors, ensuite, à chacune d'elles, on peut associer un opérateur auto-adjoint. Donc, opérateur auto-adjoint associé. Là, je récapitule en fait tout ce qu'on a vu. Donc, à partir donc d'une famille génératrice, je vais changer de lettre. Donc, si j'ai F une observable, il y a donc une famille génératrice petit fi de vecteurs qui a une valeur bien définie, la valeur petit fi pour la grandeur grand F. Et de là, on peut tirer une base. Disons que j'ai déjà tiré une base de cette famille génératrice. Et je peux donc fabriquer l'opérateur F, exactement comme on l'a fait, on l'a fait pour G, elle s'appelle F, c'est exactement pareil. Je forme un opérateur qui est justement la matrice diagonale F1, Fn, et si c'est infini, c'est infini. Enfin, elle est définie comme je l'ai faite avant, simplement en disant que chacun de ces vecteurs est un vecteur propre associé à la valeur propre correspondante, Fi. Et ça, c'est un opérateur auto-adjoint. C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, je ne rajoute rien.
Pardon? Oui, enfin, je définis l'opérateur dans cette base-là comme étant celui-là. Je définis l'opérateur F comme l'opérateur qui, à chaque FI, associe FI fois lui-même. D'accord. Quel que soit I, je définis F comme ça, c'est comme ça que j'ai défini G tout à l'heure, évidemment, c'est que je l'appelle F ou G, c'est pareil. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Ouais. Si par exemple la valeur FI soit 0 dans un cas, est-ce que cela veut dire que... Ça veut dire que le vecteur est associé à la valeur propre nulle. C'est le vecteur nul. C'est pas le vecteur nul. Un vecteur propre ne peut pas être le vecteur nul. Oui, d'ailleurs, quand je... Normalement, on ne pense pas les vecteurs nuls comme étant un état. Oui, oui, c'est pour ça que si FI, si un certain I tel que FI égale 0, eh bien, vous aurez le vecteur 0 n'est pas le vecteur nul. D'accord? Vous aurez F0 qui vaut 0, le vecteur nul, là, pour le coup. Ça vaudra 0 fois lui-même. Maintenant, ce sera un vecteur nul. Mais ça, c'est pas le vecteur nul. Ça, c'est le vecteur nul de H. Ça, c'est juste un des vecteurs de H qui est de norme 1, d'ailleurs, si on l'a choisi comme tel. OK? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Ah oui, oui, ça y est, j'y viens. Donc, un point de vocabulaire. On a trois notions qui sont associées et donc qu'on confond au bout du compte, mais c'est trois notions distinctes. La notion d'observable, la notion de grandeur physique et la notion d'opérateur auto-adjoint, hein, parce que cet opérateur qu'on a construit là, ce F, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est auto-adjoint par construction. Hein, donc, donc, on a ces trois notions et en fait, elles désignent une seule et même réalité dans le monde physique. Disons, chaque grandeur physique qui est, au sens ordinaire du mot, au sens classique du mot, chaque grandeur physique est associée en fait à une observable au sens où cette grandeur physique prend des valeurs bien définies pour une famille génératrice d'états. Et on a vu donc qu'en physique quantique, il n'est pas possible qu'une grandeur physique ait des valeurs bien définies dans tous les états. Parce que si vous prenez deux états qui ont des valeurs bien définies différentes, si vous faites n'importe quelle combinaison de ces deux vecteurs, elle n'aura pas de valeur bien définie. Donc, à partir de la notion de grandeur physique qui est très générale et qui fonctionne en physique classique, en physique quantique, on est obligé de restreindre. Une grandeur physique n'est pas forcément une grandeur au sens ordinaire qui a une valeur bien définie dans tous les états, mais il faut que ça ait une valeur bien définie dans une famille génératrice d'états. Vous pouvez couvrir tout l'espace à partir, en faisant des combinaisons linéaires de vecteurs qui ont, c'est-à-dire d'états qui ont une valeur bien définie. Donc, c'est une notion distincte, spécifique à la physique quantique, mais qui récupère la notion habituelle de grandeur physique. Et à chacune de ces observables et de ces grandeurs physiques projetées dans le monde quantique, si on veut, est associé un opérateur auto-adjoint qui est simplement défini comme ceci. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on pourrait trouver un état qui a une valeur définie, qui serait la composition d'états avec des valeurs non définies? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et donc, vous avez trois choses là qui sont en fait, ce n'est pas des synonymes, c'est des notions différentes, mais à chacune est associée une autre, etc. Et donc, bien souvent, on parle d'observable de manière générale, y compris pour désigner l'opérateur lui-même.
l'observable, c'est l'observable, la grandeur physique, mais l'opérateur, c'est un opérateur dans un espace de Hilbert. C'est deux choses vraiment différentes, mais à chacune est associé un autre, et donc on peut appeler observable des fois l'opérateur. C'est d'ailleurs pour ça que le mot observable en physique quantique, vous avez peut-être déjà noté, des fois on l'utilise féminin, des fois on l'utilise masculin, des fois on dit une observable, des fois on dit un observable. Vous faites comme vous voulez, c'est une grandeur physique et un opérateur. Donc voilà, c'est bon. Qu'à cela ne tienne. Donc vous entendrez sans doute l'un et l'autre, vous prononcerez vous-même sans doute l'un et l'autre, suivant les usages, bon, enfin, peu importe. Voilà, et donc j'en viens à la notion de compatibilité entre observables, et ce sera notre dernier point de ce grand chapitre introductif, qui n'en finit pas, mais qui finit, justement. Après, on va passer au deuxième chapitre. Quelle heure est-il? Ce ne sera pas pour cette séance, je le crains. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un mot d'introduction. Donc, compatibilité entre observables. Alors, c'est un, je ne sais pas combien. 9. Ah, je vais faire un petit C plutôt, là. Donc, on dit que deux observables sont compatibles s'il est possible de trouver une famille génératrice ou une base, en tout cas une base, de l'espace des états, formée d'états qui ont une valeur bien définie à la fois pour la première et pour la deuxième des observables. Donc si vous avez deux observables F et G, on dit que F et G sont compatibles s'il existe une base, je note H de l'espace de Hilbert des états, une base dont les vecteurs, chaque vecteur de la base, ont une valeur bien définie à la fois de F et de G. C'est-à-dire donc que vous avez des états qui ont une valeur bien définie de G, une valeur bien définie de F. Notez bien que vous avez donc, comme toujours, si vous avez des états qui ont une valeur bien définie de F, il y en a plein, la plupart n'ont pas de valeur bien définie de F parce que toutes les combinaisons de linéaires n'ont pas de valeur bien définie de F. Pareil pour G, mais on dit que deux grandeurs sont compatibles si vous pouvez à la fois avoir une valeur bien définie de la première grandeur et de la deuxième. Et ça, vous savez déjà, je pense, par votre culture générale, qu'il y a des grandeurs incompatibles. C'est-à-dire, il y a des grandeurs telles que vous ne pouvez pas avoir une valeur bien définie de l'une et de l'autre. Par exemple, la position et la vitesse.